La réserve biologique se veut comme vraiment une référence de naturalité absolue, sans aucune intervention humaine. C'est aussi un formidable outil pour le gestionnaire qui gère des forêts plus traditionnellement, c'est-à-dire avec des coupes de bois, de la chasse, des travaux sylvicoles, qu'on va pouvoir améliorer en comprenant ces dynamiques naturelles comme un miroir. La réserve biologique, c'est un miroir pour nous. Les objectifs sont tout d'abord de laisser évoluer librement les écosystèmes forestiers. Donc ni chasse, ni exploitation forestière, ni travaux. L'autre objectif, c'est de préserver de toute perturbation les espèces de faune et de flore qui sont liées à ces écosystèmes. On étudie aussi la dynamique naturelle de ces écosystèmes forestiers, dynamique interne de renouvellement de la forêt sur elle-même, puis la dynamique aussi externe de colonisation sur les milieux ouverts ou de recul de la forêt sur les milieux ouverts. On a tout un maillage d'enclos exclos, donc il y a la même chose que ce carré à côté qui n'est pas grillagé. Et donc ça nous permet de voir la pression des grands herbivores sur la régénération, de savoir si vraiment la forêt est en équilibre par rapport aux cerfs, aux chevreuils, un peu le chamois aussi. Donc on voit là la petite pousse de l'année là. Cette dynamique naturelle, elle peut être observée par des études. On a des placettes qui permettent d'étudier l'évolution du bois mort, l'apparition du bois mort, le renouvellement de la forêt, sa croissance. Mais elle permet aussi d'observer à ciel ouvert ce qui se passe. Là, par exemple, on a une image d'un arbre qui est tombé il y a quelques années. Et puis on a toute une colonie de fourmis charpentières qui nous font une belle dentelle. Ça va se décomposer tranquillement. Et l'objectif, c'est de pouvoir observer cette apparition par rapport à la gestion courante des alpages et des forêts, et donc comme un miroir de notre gestion courante. La réserve biologique intégrale du Vercors est bordée au sud par l'aiguille de la Britière, qui se dresse telle une sentinelle bienveillante au-dessus de la vallée. Le front ouest surplombe à mi-pente la douce vallée en forme d'auge de la Vernaison. Enfin, elle s'étire vers l'est sur toute la largeur de la réserve naturelle des hauts plateaux, jusqu'aux crêtes sommitales des rangs traversiers. L'ensemble constitue une vaste étendue de plus de 2000 hectares, un espace très peu modifié par l'homme. Elle est recouverte par une forêt subnaturelle, composée d'essences indigènes. La réserve intégrale a été créée en 2009, mais les 2/3 de sa surface n'ont pas été exploités depuis plus de 50 ans. On y trouve des arbres séculaires,
âgés parfois de plusieurs siècles, et aussi de nombreux bois morts, propices au développement des insectes saproxyliques, favorisant la régénération de la forêt. Chaque espèce, végétale ou animale, contribue à l'équilibre du milieu et à la bonne santé de ces écosystèmes. La RBI accueille une grande variété d'habitats avec un étagement important, compris entre 860 et 2090 mètres d'altitude. Ces 5 étages de végétation, représentatifs des territoires de montagne, portent des noms aux consonances évocatrices. Chênaies pubescentes, hêtraies sapinières, pessières, pinèdes accrochées, enfin pelouses alpines et rochers. Une faune discrète mais bien présente peuple ces bois, à bien des égards exceptionnels. Au plus bas, l'étage collinéen, caractérisé par le chêne pubescent, abrite le furtif chevreuil, le magnifique lézard vert et l'espiègle écureuil. Un couple d'aigles royales, symbole ultime de la puissance du sauvage et garant d'une grande qualité de la biodiversité, vient tout juste d'installer son aire dans une falaise inaccessible. En passant les rangs et ses flancs abrupts, la pente s'infléchit et dévoile le vaste plateau de la réserve naturelle. C'est l'étage montagnard avec sa forêt mixte de hêtres et de sapins, humide et sombre. Ici, le parterre alterne entre mousse verdoyante et aridité du lapiaz calcaire affleurant, et les arbres semblent côtoyer le ciel. Je ne reviens toujours pas là, de la hauteur des arbres là, dans ces pots, là, dans ces courbes. Là, il fait plus de 30 mètres de haut. C'est le domaine du pic noir et son cortège d'espèces qui convoitent ses loges. Chouettes de Tegmalm, martres, chauves-souris. Discrète, silencieuse, avec son plumage aux couleurs d'écorce et de feuilles mortes, la gélinote des bois se faufile à couvert dans les sous-bois et lisières des clairières. Et le loup, de retour, y a trouvé refuge et traque sangliers et cerfs, dont le brame automnal, puissant et caverneux, donne toute son intensité à cette forêt sauvage.
Nous effectuons un suivi de la faune sauvage avec donc des pièges photos. Grâce à ces pièges, donc on peut suivre un peu les différentes espèces, et notamment les ongulés, alors qui viennent se baigner, s'abreuver dans cette souille. Mais il y a également les carnivores, notamment le renard et le loup. Le loup, oui, ça nous permet de suivre un petit peu la fréquence de l'espèce au niveau de la RBI. Là, je mets une petite étiquette là, qui indique que c'est l'ONF qui effectue ce suivi. Voilà, pour prévenir les éventuels randonneurs qui passeraient par là. Il y a également l'avifaune qui vient s'abreuver, donc des espèces aussi qu'on ne soupçonne pas et qu'on ne voit pas. Et donc c'est un bel outil là, pour avoir une idée de cette variété. Ça a l'air d'être bon. Ouais, il a l'air bien en place. Ça permet aussi d'avoir une idée de l'occupation du milieu. L'intérêt aussi, c'est de voir l'évolution de la fréquentation de ces milieux. Et dans un laps de temps assez long, d'année en année, on a donc des individus qu'on peut même reconnaître individuellement, notamment au niveau des cerfs, donc grâce à leur bois. L'intérêt des réserves biologiques intégrales pour la recherche scientifique tient au fait que ces réserves, elles sont plus exploitées depuis un certain nombre d'années. Ça permet d'observer en fait une dynamique naturelle en dehors de cette exploitation. Il y a des arbres qui poussent, il y a des arbres qui meurent, et ça c'est le support d'une biodiversité spécifique. Des champignons, des mousses, des lichens, des insectes. Et on peut regarder quels sont les éléments de structure qui vont influencer la biodiversité et comparer avec des zones qui sont exploitées. Et du coup, si on identifie que tel ou tel élément est favorable, on pourra, dans les zones exploitées, favoriser ces éléments-là, au moins les conserver, et puis avoir un support de diversité, y compris en maintenant de l'exploitation. Et en fait, le travail que vous avez fait, le recensement de 130 arbres sur l'ensemble de la réserve intégrale, c'est un travail qui est hyper précieux parce qu'il va nous permettre de monter un plan d'échantillonnage sur ces arbres à cavité-là. Donc vous avez étudié la chouette de Tangma. Nous, on va aller regarder d'autres espèces, par exemple des champignons, des insectes. On va regarder l'influence sur d'autres oiseaux de la présence de ces cavités. Donc à la fois la collaboration chercheur-gestionnaire, elle permet ça, de bénéficier d'inventaires à large échelle. Et puis je pense qu'elle vous sert aussi, vous, gestionnaire, pour développer vos connaissances et puis alimenter une certaine forme de gestion qui soit plus proche de la biodiversité. Il y a une plume là. Ouais. Il y a des Qui vole un peu. Donc du coup la chouette, vu qu'elle n'est pas là, on va pouvoir aller vérifier la hauteur de chaque trou de la loge pour pouvoir prendre ses mesures. On va aller jusqu'à 11 en gros, max. Ouais, c'est ça. Là, tu montes un peu plus haut, tu vois, l'écorce, tu regardes un peu plus haut sur le tronc. On effectue un inventaire donc, des arbres à cavité de pic noir sur quasiment toute la RBI, donc ce qui conditionne le pic noir. Ici, c'est plutôt la présence du hêtre. Un demi-hêtre bois moyen. Ouais.
Et donc on a inventorié les arbres à cavité avec une description de l'environnement immédiat de l'arbre. Donc on mesure les arbres, les diamètres, les hauteurs des arbres environnants. 47 de diamètre. On essaye de voir les différentes strates présentes, la distance du premier arbre par rapport à la cavité. Et donc ça permettra d'avoir la connaissance des arbres potentiellement les mieux configurés pour une occupation de la chouette de Tegman. Et donc on va pouvoir le transposer sur des milieux où on a une gestion traditionnelle avec de l'exploitation, donc de la coupe d'arbres. Donc on aura la possibilité de donner des consignes sylvicoles plus précises à respecter dans l'environnement immédiat de ces arbres à cavité. En cheminant progressivement en direction des crêtes qui bordent la limite est du massif, on quitte l'étage montagnard pour atteindre l'étage subalpin et cette immensité peuplée d'épicéas. C'est la Pessière d'altitude, avec ses airs de taïga froide des pays nordiques. Le plus petit rapace nocturne d'Europe, la chouette chevêchette, une petite boule de plume de 60 grammes, survole silencieusement son territoire en quête de mulots et de mésanges. Au beau jour, le regard est ébloui, dans ces sous-bois et clairières, par les abondantes fleurs multicolores, complices de nombreux insectes. Ici, le papillon Apollon et le lys martagon illuminent le prébois. À la limite supérieure de la Pessière, vers 1600 mètres d'altitude, le plateau s'incline à nouveau. Les épicéas laissent place aux pins accrochés, résistants aux conditions extrêmes et capables de s'accrocher sur les lapiazes. Le paysage s'ouvre doucement sur l'alpage, où le chuintement du tétralier répond parfois au silence.
En grimpant vers les sommets, venteux et froids, blocs et rochers se mêlent aux rares pelouses. Ici, les êtres vivants doivent s'adapter pour survivre. C'est l'univers du placide bouquetin et du mimétique lièvre variable. Vautours et corvidés survolent fréquemment la ligne de crête en quête de nourriture. Le lagopède alpin ou perdrix blanche, invisible, dévoile parfois sa présence par son cri guttural. Relique glaciaire, il fréquente les crêtes rocheuses d'altitude, mais pour combien de temps encore ? Plusieurs inventaires naturalistes ont été réalisés depuis la création de la réserve biologique intégrale. Ils serviront à déceler au fil du temps les modifications liées à la maturation forestière ou au changement climatique. Cartographie des habitats, inventaire des champignons et des insectes utilisant les bois morts et sénescents, inventaire de l'avifaune et des chiroptères, suivi de la chouette chevêchette d'Europe. Depuis une grosse dizaine d'années, on a fait évidemment beaucoup de choses déjà sur la réserve biologique, mais pour rester dans cette dynamique, on a pas mal d'études qui sont prévues et à venir. On a toute l'étude des sols et du sous-sol, avec le réseau hydrique souterrain, le milieu karstique vraiment propre au milieu du Vercors. On a un panel d'études sur des espèces de faune et de flore, et puis on a aussi toutes les études liées au changement climatique, et donc voir l'évolution, le comportement des espèces végétales et animales. Donc c'est évidemment très intéressant pour les générations futures d'avoir des sanctuaires comme ça, pour nous permettre de comprendre ces processus naturels qui se déroulent indépendamment de nous, d'en tirer le meilleur avec une grande souplesse et humilité, et de pouvoir respecter ainsi les équilibres naturels dans nos activités humaines.